Le millionnaire souffrait d'une maladie inconnue et avait été abandonné par toute sa famille. Son destin semblait scellé, mais l'amour de sa domestique a tout changé. Guillaume Morel a 33 ans et possède une fortune de plusieurs millions, héritée des vignobles familiaux de Bordeaux. Mais lorsqu'une maladie rare et dévastatrice commence à consumer son corps, douleurs inexplicables, faiblesse progressive, diagnostic vague, il découvre quelque chose d'encore plus brutal que l'agonie physique, l'abandon total de tous ceux qu'il avait juré aimer. Son frère Étienne cesse de répondre aux appels. Sa cousine Camille n'apparaît que pour parler de testament. Son père, absent depuis 15 ans, revient accompagné d'avocats qui exigent une procuration avant qu'il ne soit trop tard. La famille que Guillaume a soutenue, protégée et aimée disparaît comme de la fumée, ne laissant derrière elle que la cupidité à l'état pur. Il ne reste qu'une seule personne dans le manoir désormais silencieux, Élise Laurent, 30 ans, la gouvernante discrète que personne n'a jamais remarquée. Alors que Guillaume dépérit seul, c'est elle qui le retrouve évanoui dans le couloir à 3 heures du matin. C'est elle qui le porte jusqu'à l'hôpital lorsque ses jambes se dérobent. C'est elle qui cherche des médecins, adapte les repas, lui tient la main pendant les crises de panique. Et Guillaume, pour la première fois, la voit vraiment. Mais Élise porte un secret déchirant. Elle est amoureuse de lui depuis des années. Chaque geste de soin est aussi un acte d'amour tu. Chaque nuit passée à son chevet est une torture silencieuse. Comment avouer cela à un homme détruit qui pourrait croire qu'elle n'est qu'une intéressée de plus? Lorsque Guillaume décide de transformer son domaine en centre d'accueil pour des malades abandonnés, Élise devient sa partenaire. Mais la famille Morel n'a aucune intention de le laisser gaspiller sa fortune dans des projets absurdes, encore moins avec une servante opportuniste. La bataille judiciaire commence. Les fantômes du passé ressurgissent. Et Guillaume doit faire le choix le plus difficile de sa vie, mourir riche et seul ou vivre aimé et libre. Dans une France où l'argent peut tout acheter sauf la loyauté, deux cœurs invisibles se trouvent au milieu de l'obscurité. Mais l'amour né du désespoir pourra-t-il survivre lorsque la tempête familiale se lèvera pour les détruire? Le domaine Morel s'étendait sur 8 hectares de terre vallonnée, à 20 minutes du centre de Bordeaux. Derrière les grilles en fer forgé, une allée de gravier blanc serpentait entre des rangées de platanes centenaires jusqu'à une bâtisse imposante. 3 étages de pierre blonde, des volets bleu nuit, une tourelle d'angle coiffée d'ardoises. C'était le genre de propriété que l'on remarquait depuis la route départementale, dont on murmurait le nom dans les villages alentours, mais que personne ne connaissait vraiment de l'intérieur. Guillaume Morel vivait là depuis la mort de son grand-père, 7 ans plus tôt, seul. Enfin, presque. Ce mardi matin de novembre, une brume épaisse enveloppait les vignes environnantes. Les feuilles mortes jonchaient les pelouses impeccablement taillées. Dans la cuisine aux carreaux anciens, une cafetière italienne sifflait doucement sur la cuisinière. Élise Laurent, 30 ans, cheveux châtains noués en queue de cheval, essuyait méthodiquement le plan de travail en marbre. Ses gestes étaient précis, économes, presque rituels. Elle portait un pantalon noir simple et un pull gris à col rond. Rien qui attire le regard. C'était exactement ce qu'elle voulait. À l'étage, Guillaume tardait à descendre. D'habitude, il apparaissait vers 8 heures, prenait son café en silence, parcourait le monde au sud-ouest, puis s'enfermait dans son bureau pour gérer à distance les affaires viticoles familiales. Mais ces dernières semaines, quelque chose avait changé. Élise jeta un œil à la pendule. 8h47. Elle fronça légèrement les sourcils, posa le torchon et monta l'escalier de service qui menait aux chambres. Le parquet craquait sous ses pas malgré ses efforts pour rester discrète. Arrivée devant la porte de la chambre principale, elle frappa doucement. « Monsieur Morel, tout va bien ?» Silence. Elle frappa à nouveau, un peu plus fort. « Monsieur ?» Une voix éraillée lui répondit enfin. « Entrez. » Élise poussa la porte avec précaution. Les rideaux épais plongèrent la pièce dans une semi-obscurité. Guillaume était assis au bord du lit, vêtu d'un t-shirt blanc froissé et d'un pantalon de pyjama. Ses cheveux bruns, habituellement bien coiffés, retombaient en mèches désordonnées sur son front. Ce qui frappa Élise, ce fut son regard. Vide, absent, comme celui d'un homme qui vient de recevoir un coup qu'il n'a pas vu venir. « Je n'arrive pas à me lever, » dit-il d'une voix blanche. « Mes jambes ne répondent plus. » Élise s'approcha immédiatement, le cœur battant. «
Depuis quand? Je ne sais pas, 1 heure, peut-être 2. J'ai mal partout, comme si mon corps m'abandonnait. Elle posa une main sur son épaule. Il était brûlant. Vous avez de la fièvre. Il faut appeler un médecin. Non, ça va passer. Monsieur Morel, avec tout le respect que je vous dois, ça ne passera pas tout seul. Pas cette fois. Guillaume leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis 4 ans qu'elle travaillait ici, il la regarda vraiment. Pas comme on regarde une employée, mais comme on regarde une personne qui se soucie. D'accord, murmura-t-il. Appelez le docteur Renaud. Le docteur Renaud arriva 1 heure plus tard, mallette à la main, visage grave. C'était un homme d'une 60aine d'années, médecin de famille installé à Mérignac, qui connaissait les Morel depuis 3 générations. Élise le conduisit à l'étage et resta dans l'embrasure de la porte pendant l'examen. Guillaume répondit aux questions d'une voix monocorde. Oui, les douleurs avaient commencé il y a environ 3 semaines. D'abord des raideurs matinales, puis des crampes nocturnes. Maintenant, une fatigue écrasante et cette incapacité soudaine à tenir debout. Le médecin palpa les articulations, écouta le cœur, prit la tension. Froncement de sourcils. Nouvelle palpation. Silence pesant. « Guillaume, dit-il enfin en rangeant son stéthoscope, je vais être franc avec vous. Ce que vous décrivez ne correspond à rien de banal. Il faut faire des analyses approfondies. Je vais vous prescrire un bilan sanguin complet, une IRM et un rendez-vous en rhumatologie au CHU. C'est grave? Je ne sais pas encore. Mais il ne faut pas attendre. » Guillaume hocha lentement la tête. Le médecin se tourna vers Élise. « Mademoiselle, il ne doit pas rester seul. S'il a un malaise, appelez immédiatement les urgences. Compris? » Compris, répondit Élise avec fermeté. Lorsque le docteur Renaud partit, Guillaume resta prostré sur son lit. Élise redescendit préparer un bouillon de légumes. Dans le silence de la cuisine, elle se surprit à serrer les poings. Une colère sourde montait en elle. Depuis des mois, elle voyait Guillaume décliner. Et personne, absolument personne dans sa famille, ne s'était manifesté. Elle sortit son téléphone personnel et chercha « Maladie rare, plus douleurs articulaires, plus fatigue ». Les résultats défilèrent. Polyarthrite, lupus, myasthénie, connectivite. Des noms barbares qui ne lui disaient rien. Mais une chose était claire. Guillaume avait besoin d'aide, et elle était la seule à pouvoir la lui apporter. 3 jours plus tard, les résultats des analyses tombèrent. Inflammation généralisée, anticorps anormaux, suspicion de maladie auto-immune rare. Le docteur Renaud orienta Guillaume vers le père Delorme, spécialiste au CHU de Bordeaux. Rendez-vous dans 10 jours. Ce soir-là, Guillaume tenta d'appeler son frère Étienne. Élise entendit la conversation depuis le couloir où elle rangeait le linge. « Étienne, c'est moi. Oui, je sais que ça fait longtemps. Écoute, j'ai un problème de santé. Les médecins parlent d'une maladie rare. J'aimerais que tu sois là pour le rendez-vous au CHU. J'ai besoin de... » Silence. Guillaume écoutait. Puis sa voix se durcit. « Comment ça, tu ne peux pas? Étienne, je ne te demande pas de traverser l'Atlantique, juste de prendre le TGV depuis Paris pour... » Nouveau silence. Plus long, plus lourd. « D'accord, oui, je comprends. Merci quand même. » Il raccrocha. Élise entendit le bruit du téléphone jeté sur le bureau. Elle hésita, puis frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Monsieur Morel, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. » Elle entra malgré tout. Guillaume était affalé dans son fauteuil Voltaire, près de la fenêtre donnant sur le parc. Le crépuscule noyait le paysage dans des teintes violettes. « Il faut manger, » insista-t-elle doucement. « Surtout maintenant. »« Pourquoi? Pour tenir combien de temps de plus? 3 mois? 6 mois? Ne dites pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Mon frère s'en fout. Ma cousine Camille ne m'appelle que pour savoir si j'ai fait mon testament. Mon père. Eh bien, mon père n'existe plus depuis 15 ans. Alors à quoi bon? » Élise posa le plateau sur le guéridon et s'assit sur le bord du canapé, face à lui. Ce geste transgressait toutes les règles de leur relation professionnelle. Mais elle s'en moquait. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je pense que vous méritez mieux que ça. Vous méritez de vous battre. Pas pour eux, pour vous. » Guillaume la dévisagea, surpris par cette soudaine audace. « Et pourquoi vous restez ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous ne partez pas comme les autres ?» Élise soutint son regard sans ciller. « Parce que je ne suis pas comme eux. » Un long silence s'installa.
Puis Guillaume tendit la main vers le bol de soupe. « Merci, murmura-t-il. » Le vendredi suivant, une BMW noire franchit les grilles du domaine. Camille Morel, 35 ans, cheveux blonds impeccablement bruchés, tailleur Chanel gris perle, descendit de voiture avec l'assurance de ceux qui ont toujours eu tout sans effort. Elle portait des lunettes de soleil, alors que le ciel était couvert. Élise ouvrit la porte. « Bonjour, madame. »« Bonjour. Comment vous vous appelez déjà ?»« Élise. »« Ah oui, Élise. Mon cousin est là ?» Il se repose. « Je vais voir s'il peut vous recevoir. » Camille entra sans attendre l'invitation, jetant un regard circulaire sur le vestibule, comme si elle évaluait mentalement la valeur du mobilier. Élise monta prévenir Guillaume, qui accepta à contre-cœur. Lorsque Camille pénétra dans le salon, elle afficha un sourire de circonstance. « Guillaume, mon Dieu, tu as tellement maigri !» Il se leva péniblement du canapé. Camille l'embrassa sur les deux joues, mais son geste manquait de chaleur. « Assieds-toi, je t'en prie, » dit Guillaume d'un ton neutre. « Élise, pourriez-vous nous apporter du thé ?»« Bien sûr. » Pendant qu'Élise préparait le thé dans la cuisine, elle tendit l'oreille. Les voix portèrent dans le couloir. « Alors, ces examens ?» demanda Camille. « On ne sait pas encore. Maladie rare, auto-immune probablement. Les médecins cherchent. » Mon pauvre. Et financièrement, tout va bien? Je veux dire, les soins, les spécialistes, ça coûte cher. J'ai les moyens, Camille. Kai, bien sûr, mais il faut anticiper. As-tu pensé à organiser tes affaires? Au cas où. Silence. Au cas où quoi, exactement? Demanda Guillaume d'une voix glaciale. Eh bien, si ça devait s'aggraver, ce serait plus simple pour tout le monde si les choses étaient au clair. Étienne et moi, on pourrait t'aider à gérer mon héritage avant même que je sois mort? C'est ça? Guillaume, ne le prends pas comme ça. On veut juste... Sors d'ici. Pardon? Sors. De ma maison. Élise entendit des pas précipités. Camille apparut dans le vestibule, le visage rouge de colère. Elle attrapa son sac et claqua la porte. Le rugissement du moteur déchira le silence. Quand Élise retourna au salon avec le plateau, Guillaume était recroquevillé sur le canapé, la tête entre les mains. « Je vous sers quand même le thé ?» demanda-t-elle doucement. Il releva la tête. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Vous savez ce qui est drôle, Élise? J'ai passé ma vie à essayer de mériter l'amour de ma famille, à être le fils parfait, le frère exemplaire, l'héritier responsable. Et au final, je me rends compte qu'ils n'ont jamais aimé que mon argent. » Élise s'assit près de lui, à distance respectueuse mais rassurante. « Alors vous savez quoi faire maintenant ?» dit-elle. « Non, je ne sais pas. Cessez de chercher leur amour et commencez à construire quelque chose qui vaut vraiment la peine. » Guillaume la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous croyez que c'est possible? J'en suis certaine. » Quelques jours plus tard, pendant que Guillaume dormait après une séance de kinésithérapie épuisante, Élise rangea la bibliothèque du salon. Un vieux carnet en cuir tomba d'une étagère haute. La couverture était usée, les pages jaunies. Elle hésita puis l'ouvrit. L'écriture était celle de Guillaume, mais plus jeune, moins assurée. Des dates remontaient à 15 ans, des pensées éparses, des fragments de vie. 12 mars 2010. Père est parti avec Béatrice, sa nouvelle maîtresse. Mère pleure dans sa chambre. Étienne dit que c'est ma faute, que si j'avais été un meilleur fils, papa serait resté. J'ai 13 ans. Peut-être qu'il a raison. 8 juillet 2012. Grand-père m'a légué le domaine. Étienne est furieux. Il dit que je ne le mérite pas. Camille ne me parle plus. Je me sens seul, tellement seul. 23 novembre 2018. J'ai embauché une nouvelle employée aujourd'hui, Élise Laurent. Elle a l'air sérieuse, efficace. Surtout, elle ne pose pas de questions. C'est tout ce que je demande. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle tourna les pages jusqu'aux dernières entrées. 4 septembre 2024. Je crois que je suis malade. Vraiment malade. Mais j'ai peur d'en parler. Peur que ça devienne réel. 19 octobre 2024. Élise a remarqué que je boitais. Elle ne dit rien, mais elle a changé mes horaires de repas, préparé des plats plus légers. Je ne lui ai rien demandé. Elle fait ça d'elle-même. Pourquoi? 2 novembre 2024. J'ai écrit ce matin dans mes notes. La seule personne sincère dans cette maison est celle qui ne parle presque pas. C'est vrai. Élise referma doucement le carnet, les yeux humides. Pendant tout ce temps, Guillaume l'avait vue. Il l'avait remarqué.
et elle n'en avait rien su. Le jour du rendez-vous avec le PR de l'Orme arriva. Élise proposa de l'accompagner. Guillaume accepta sans discuter. Le trajet en voiture fut silencieux. Guillaume regardait défiler les paysages bordelais, les vignes endormies par l'hiver, les villages de pierre, les clochers pointant vers un ciel plombé. Élise conduisait avec attention, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous savez, dit soudain Guillaume. « Faire quoi ? Vous occuper de moi. Ce n'est pas dans votre contrat. » Élise marqua un temps d'arrêt avant de répondre. « Mon contrat stipule que je dois entretenir votre maison. Il ne dit rien sur le fait de m'occuper de vous, mais ça, je le fais parce que je le veux. » « Pourquoi ?» Elle hésita, chercha les mots justes. « Parce que tout le monde mérite qu'on prenne soin de lui, surtout quand les autres s'en détournent. » Guillaume ne répondit rien, mais Élise vit dans le reflet de la vitre qu'il esquissait un sourire. Le CHU de Bordeaux était un labyrinthe de couloirs blancs et de salles d'attente bondées. Le père Delorme les reçut dans son cabinet au 3e étage du bâtiment de rhumatologie. C'était un homme d'une 50aine d'années, barbe grisonnante, regard perçant mais bienveillant. Il étudia longuement les résultats d'analyse, posa des questions précises, examina Guillaume avec minutie. Puis il s'installa derrière son bureau, croisa les mains et prit une longue inspiration. « Monsieur Morel, je vais être direct. Vous souffrez d'une maladie auto-immune rare, probablement une connectivite mixte. Votre système immunitaire s'attaque à vos propres tissus, d'où les douleurs, la fatigue, les inflammations. C'est grave, c'est sérieux, mais pas désespéré. Avec un traitement adapté, immunosuppresseur, corticoïde, suivi régulier, on peut stabiliser votre état, peut-être même obtenir une rémission. Et sans traitement ? Le professeur soutint son regard. La maladie progressera. Les organes peuvent être touchés, dans les cas les plus graves. Eh bien, vous comprenez. Un silence pesant s'installa. Élise, assise discrètement dans un coin, sentit son cœur se serrer. « Combien de temps ?» demanda Guillaume d'une voix blanche. « Ça dépend de votre réaction au traitement, de votre hygiène de vie, et aussi de votre morale. Les patients qui sont bien entourés, soutenus, ont statistiquement de meilleurs résultats. » Guillaume eut un rire amer. « Bien entouré » ironique. Le père Delorme fronça les sourcils mais ne posa pas de questions. Il rédigea une ordonnance, programma une série de rendez-vous, expliqua les effets secondaires possibles. En sortant du CHU, Guillaume s'effondra sur un banc dans le jardin de l'hôpital. Le vent froid de décembre sifflait entre les arbres nus. Élise s'assit à côté de lui, sans un mot. « J'ai peur », dit-il finalement. C'était la première fois qu'il avouait cela. Sa voix tremblait. « Je sais », répondit Élise. « Je ne veux pas mourir. Pas comme ça, pas seule. » Elle prit une décision. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Guillaume sursauta légèrement, puis serra ses doigts. « Vous ne mourrez pas », dit-elle avec une conviction qu'elle ne pensait pas posséder. « Et vous n'êtes pas seul. » Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis des années, Guillaume sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la douleur. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. De retour au domaine, un courrier les attendait sur la table de l'entrée. Enveloppe crème, papier épais, écriture élégante. Guillaume reconnut immédiatement celle de son frère. Il l'ouvrit dans le salon pendant qu'Élise préparait le dîner. Ses yeux parcoururent les lignes. À mesure qu'il lisait, son visage se fermait. « Cher Guillaume, j'ai bien reçu tes messages concernant tes soucis de santé. Je suis sincèrement désolé d'apprendre que tu traverses une période difficile. Cependant, après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était préférable pour moi de prendre un peu de distance avec les affaires familiales. Tu comprendras que ma carrière parisienne me mobilise énormément et que je ne peux pas, à chaque fois, accourir au domaine pour régler des questions qui, somme toute, te concernent principalement. En revanche, je me tiens à ta disposition pour discuter de l'avenir de notre patrimoine commun. Il me semble important, dans le contexte actuel, d'anticiper certaines décisions. Mon avocat, Maître Ferrand, pourrait te rencontrer si tu le souhaites. Prends soin de toi. Étienne. » Guillaume froissa lentement la lettre. Ses mains tremblaient. Il la jeta dans la cheminée et alluma une allumette. Les flammes dévorèrent le papier en quelques secondes. Élise apparut sur le seuil. « Mauvaise nouvelle. Mon frère. Il suggère que je pense à anticiper certaines décisions. Traduction. Faire mon testament avant qu'il soit trop tard. C'est ignoble. C'est ma famille. » Élise s'approcha.
Dans ses yeux brillait une colère qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Alors choisissez-en une autre. Guillaume la regarda, interloqué. On ne choisit pas sa famille, Élise. Si, on choisit les gens qui nous aiment vraiment. Le reste, c'est juste du sang. Et le sang, parfois, ça empoisonne. Il resta sans voix. Cette femme discrète, effacée, qui parlait si peu d'habitude, venait de formuler en une phrase ce qu'il ressentait confusément depuis des années. « Vous avez une famille, vous » demanda-t-il. Élise baissa les yeux. « Plus maintenant. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Accident de voiture, j'ai été élevé par ma tante. Elle n'était pas très tendre. À 18 ans, je suis parti. Depuis, je me débrouille seul. Je suis désolé. Ne le soyez pas. J'ai appris quelque chose d'important. On survit sans famille, mais on ne vit vraiment qu'entouré des bonnes personnes. » Guillaume se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Le domaine s'étendait sous la nuit étoilée, majestueux et vide. « Et si je transformais tout ça ?» dit-il soudain. « Si j'en faisais quelque chose d'utile ?»« Comment ça ?»« Un centre, un lieu pour les gens comme moi, les malades que personne ne comprend, les invisibles, les abandonnés. » Élise sentit son cœur battre plus fort. « Ça, c'est une belle idée. Vous m'aideriez ?» Elle s'approcha de lui. « Oui. » Il se tourna vers elle. Leurs visages étaient proches, trop proches pour une simple relation employeur-employé. Mais ni l'un ni l'autre ne recula. « Pourquoi vous faites tout ça, Élise ?» demanda-t-il dans un souffle. Elle soutint son regard, et pour la première fois, elle dit la vérité. Pas toute la vérité, mais une partie. Parce que vous méritez mieux que ce qu'il vous donne. Guillaume hocha lentement la tête, puis, sans un mot, il tendit la main. Elle la prit, et dans ce geste simple, quelque chose bascula. Les jours suivants marquèrent un tournant. Guillaume commença son traitement. Les premiers effets secondaires furent difficiles, nausées, fatigue accrue, maux de tête. Mais Élise était là, toujours. Elle adaptait les repas, aménageait ses horaires, l'encourageait quand il voulait abandonner. Ensemble, ils commencèrent à dessiner les plans du futur centre. Guillaume contacta des architectes, des médecins, des associations spécialisées. Il découvrit qu'il existait des milliers de malades isolés, incompris, livrés à eux-mêmes. « On va leur donner un lieu où ils ne seront plus seuls », dit-il un soir devant les esquisses étalées sur la grande table du salon. Élise sourit. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle le voyait ainsi, animé, vivant, porteur d'un projet. « Vous savez quoi ?» dit-elle. « Je crois que cette maladie est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée. » Il la regarda, surpris. « Comment ça ?» Elle vous a montré qui vous êtes vraiment et qui sont vraiment les autres. Guillaume hocha la tête. Il réalisa qu'elle avait raison. La maladie avait été un révélateur. Elle avait mis à nu les relations, déchiré les masques, exposé la vérité. Et au milieu de cette vérité, une seule personne était restée debout, Élise. Cette nuit-là, alors qu'il ne parvenait pas à dormir, Guillaume sortit son vieux carnet. Il écrivit une nouvelle entrée. 6 décembre 2024. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas seul. Élise est là, pas parce qu'elle y est obligée, parce qu'elle a choisi de l'être. Je ne sais pas ce que c'est, de l'amitié, de la compassion, autre chose, je ne sais pas. Mais je sais que sans elle, je serais déjà mort. Pas médicalement, intérieurement. Elle m'a sauvé. Qu'il referma le carnet et éteignit la lumière. Dehors, le vent faisait gémir les volets. Mais pour la première fois depuis des mois, Guillaume Morel s'endormit apaisé. Le pire était peut-être encore à venir, mais il ne serait plus seul pour l'affronter. Janvier s'installa sur Bordeaux avec son cortège de pluie glaciale. Le traitement commençait à faire effet. Guillaume reprenait lentement des forces. Ses articulations étaient moins douloureuses, et certains matins, il parvenait même à marcher dans le parc sans aide. Mais cette amélioration physique s'accompagnait d'une transformation plus profonde. Il avait officiellement démissionné de son poste au conseil d'administration des vignobles Morel. Étienne avait accueilli la nouvelle avec un silence glacial, puis avait fait savoir par son avocat qu'il prenait le contrôle des parts de Guillaume en attendant son rétablissement complet. Traduction. En attendant sa mort. Guillaume s'en moquait. Il avait d'autres priorités désormais. Le projet du centre avançait rapidement. Les architectes avaient dessiné les plans. L'aile ouest du domaine serait transformée en espace d'accueil, avec des chambres médicalisées, une salle de kinésithérapie, des salons communs. Guillaume avait contacté des associations de patients,
des médecins spécialisés. L'ouverture était prévue pour juin. Mais ce mardi matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner, un bruit de moteur inhabituel retentit devant la maison. Elle jeta un œil par la fenêtre de la cuisine et fronça les sourcils. Une Mercedes classe S noire venait de se garer. Un homme en sortit, la soixantaine, cheveux argentés soigneusement coiffés, costume 3 pièces, montre en or qui brillait au poignet. Derrière lui, 2 autres hommes descendirent, mallettes à la main. Des avocats, devina Élise. Elle monta rapidement prévenir Guillaume qui prenait sa douche. « Monsieur Morel, il y a quelqu'un. »« Qui ?»« Je ne sais pas. Un homme avec 2 avocats. Ils ont l'air déterminés. » Guillaume sortit de la salle de bain, une serviette autour de la taille, les cheveux mouillés. Son visage se figea. « Décrivez-le-moi. » L'homme, la soixantaine, très élégant, cheveux gris. « Merde, qui est-ce » Guillaume enfila rapidement un pantalon et un pull. « Mon père. » Élise sentit son estomac se nouer. Guillaume lui avait parlé d'Henri Morel, un homme qui avait abandonné sa famille 15 ans plus tôt pour une vie de luxe à Monaco avec sa maîtresse. Un homme qui n'avait jamais rappelé, jamais écrit, jamais envoyé le moindre signe de vie. Jusqu'à aujourd'hui. Guillaume descendit, Élise sur ses talons. Lorsqu'il ouvrit la porte, Henri Morel se tenait sur le perron, sourire commercial aux lèvres. « Guillaume, mon fils, comme tu as changé. Qu'est-ce que tu fais là ?» Le sourire d'Henri vacilla légèrement, mais il se ressaisit. « Je ne peux pas venir voir mon propre fils. J'ai appris que tu étais malade. Je me suis fait un sang d'encre. » « Tu t'es fait un sang d'encre pendant 15 ans de silence ? Impressionnant. » Henri eut un rire gêné. Les 2 avocats derrière lui restaient impassibles. « Écoute, je sais que nous avons eu nos différends, mais la maladie, ça change les choses. Ça remet les priorités en place. Je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. »« Entre » dit Guillaume d'une voix neutre. Élise les observa s'installer dans le grand salon. Elle apporta du café, mais Henri ne la remercia même pas, comme si elle était invisible. Ce détail la mit en colère. « Alors, dit Henri en croisant les jambes, on m'a dit que tu voulais transformer une partie du domaine en... comment dire, une sorte d'hospice, un centre d'accompagnement pour malades atteints de pathologies rares, corrigea Guillaume. Pas un hospice. Très noble, très généreux. Mais est-ce vraiment raisonnable? Financièrement, je veux dire. Ce genre de projet coûte une fortune. J'ai une fortune. Pour combien de temps? Ces traitements médicaux, ces aménagements, ces frais de personnel. Guillaume, il faut être pragmatique. C'est pour ça que j'ai amené Maître Dubois et Maître Arnaud, des spécialistes en droit patrimonial. Ils peuvent t'aider à protéger tes biens, à les organiser de manière optimale. Guillaume se pencha en avant. Laisse-moi deviner. Tu veux que je te confie une procuration? Ou mieux, que je te fasse donation de mon vivant. Henri eut un geste de la main comme pour balayer l'accusation. Ne sois pas cynique, je veux simplement éviter que tout parte en fumée dans des projets. Hasardeux, pense à l'avenir de la famille. Quelle famille? Demanda Guillaume d'une voix glaciale. Celle qui ne m'a pas appelé une seule fois depuis que je suis malade? Celle qui envoie des lettres pour parler de testament? Guillaume, sors. Pardon? Sors de chez moi. Toi et tes vautours en costume. Henri se leva, le visage rouge. Tu fais une erreur, une énorme erreur. Cette maladie te monte à la tête. Tu n'es plus en état de prendre des décisions rationnelles. Peut-être, mais au moins, je ne suis pas un père qui a abandonné ses enfants pour baiser sa secrétaire à Monaco. Le gifle verbal fit mouche. Henri serra les mâchoires, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Tu le regretteras. Quand tu seras à l'hôpital, branché sur des machines, et qu'il n'y aura personne pour signer les papiers à ta place, tu te souviendras de cette conversation. La porte claqua. Les moteurs rugirent. Silence. Guillaume resta immobile au milieu du salon, tremblant de rage et d'épuisement. Élise s'approcha doucement. « Ça va ?» Il se tourna vers elle. Ses yeux étaient rouges. « Non, ça ne va pas. Je viens de comprendre que je n'ai jamais eu de père. Juste un homme qui partage mon ADN et qui attend ma mort pour ramasser les miettes. » Élise posa une main sur son épaule. « Vous n'avez pas besoin de lui. Je n'ai besoin de personne, apparemment. À part vous. » Leurs regards se croisèrent. Guillaume réalisa ce qu'il venait de dire. Élise aussi. Un silence chargé s'installa. Puis Guillaume détourna les yeux, gêné. « Pardon, je ne voulais pas. Ce n'était pas approprié. »« C'était sincère, dit Élise doucement.
Et c'est tout ce qui compte. 2 semaines passèrent. Guillaume s'investissait corps et âme dans le projet du centre. Trop peut-être. Il négligeait son repos, sautait des repas, oubliait parfois ses médicaments. Élise le rappelait à l'ordre, mais il balayait ses inquiétudes d'un geste de la main. « Je vais bien », répétait-il. « Je n'ai jamais été aussi bien. » Mais son corps racontait une autre histoire. Ce vendredi soir, alors qu'Élise terminait de préparer le dîner, elle entendit un bruit sourd à l'étage. Son cœur s'emballa. Elle monta les marches 4 à 4 et trouva Guillaume effondré dans le couloir, le visage livide, le souffle court. « Monsieur Morel !» Elle s'agenouilla près de lui. Il tremblait de tout son corps, les yeux révulsés. « Je ne sens plus mes jambes », articula-t-il péniblement. Élise sortit son téléphone et composa le 15. Les minutes suivantes furent un brouillard de questions, d'instructions, d'angoisse. Elle maintint Guillaume conscient en lui parlant sans interruption, tout en suivant les consignes de la régulation. « Restez avec moi, d'accord? Les pompiers arrivent. Tenez bon. » Élise. « Oui, si je meurs. Le centre. Vous devez. Taisez-vous. Vous n'allez pas mourir. Vous m'entendez? Vous n'allez pas mourir. » Les sirènes déchirèrent la nuit. Les pompiers envahirent le domaine, efficaces et professionnels. Ils installèrent Guillaume sur un brancard, posèrent une perfusion, prirent les constantes. « Vous êtes de la famille ?» demanda l'un d'eux à Élise. Elle hésita, puis mentit. « Oui, je suis sa femme. » Personne ne vérifia. Dans l'ambulance, elle tint la main de Guillaume pendant tout le trajet. Il dérivait dans une semi-conscience murmurant des mots incompréhensibles. À un moment, il serra ses doigts et dit distinctement « Ne partez pas. »« Je ne partirai pas, » promit-elle. Le CHU de Bordeaux était plongé dans la frénésie nocturne des urgences. Élise attendit dans un couloir au néon blafard pendant qu'on examinait Guillaume. 1 heure passa, 2 heures, 3 heures. À 2 heures du matin, le PR de l'Orme apparut. Il avait les traits tirés mais le regard déterminé. « Madame Morel ?» Élise ne corrigea pas. « Comment va-t-il » ? Stabilisé. Il a fait une poussée inflammatoire sévère, probablement due à la fatigue et au stress. Nous avons ajusté son traitement, mais il va devoir rester hospitalisé quelques jours. Je peux le voir, bien sûr. Chambre 412. Guillaume dormait quand Élise entra. Il était pâle, des cernes noires sous les yeux, mais il respirait régulièrement. Elle s'assit sur la chaise près du lit et prit sa main. À 6 heures du matin, il ouvrit les yeux. « Élise, je suis là. » Il tourna péniblement la tête vers elle. « Vous êtes restée toute la nuit ?»« Évidemment. »« Pourquoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Parce que vous me l'avez demandé, et parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Guillaume sentit quelque chose se briser en lui. Toutes les digues qu'il avait construites, toutes les protections qu'il avait érigées autour de son cœur, tout s'effondra d'un coup. « Élise, murmura-t-il, je... » Mais les mots ne vinrent pas. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il serra sa main plus fort. Elle comprit, et serra en retour. Guillaume resta hospitalisé 4 jours. Élise venait chaque matin et repartait tard le soir. Elle apportait des livres, des vêtements propres, des repas maison. Elle l'aidait à marcher dans le couloir quand il en avait la force. Elle était là, simplement là. Le 3e jour, alors qu'il regardait à la pluie tomber par la fenêtre de la chambre, Guillaume brisa le silence. « J'ai peur, Élise. »« De quoi ?»« De m'attacher à vous, de dépendre de vous. Et un jour, vous aussi, vous partirez. » Élise se tourna vers lui. Son cœur battait à tout rompre. C'était le moment de dire la vérité, toute la vérité. « Guillaume, il faut que je vous dise quelque chose que je garde en moi depuis longtemps. Je vous écoute. » Elle prit une profonde inspiration. « Quand je suis arrivé chez vous, il y a 4 ans, j'étais brisé. Je sortais d'une période très difficile. Mon ancienne employeuse m'avait renvoyé sans raison, j'avais des dettes. Je dormais parfois dans ma voiture. Vous m'avez embauché sans poser de questions. Vous m'avez donné une chambre, un salaire décent, de la dignité. » Elle marqua une pause, les yeux brillants. « Au début, vous étiez juste mon employeur. Un homme distant, poli mais froid. Puis j'ai commencé à vous observer. La façon dont vous parliez aux livreurs, toujours respectueux. La façon dont vous nourrissiez les oiseaux dans le parc chaque matin. Les livres que vous lisiez tard le soir. Les morceaux de piano que vous jouiez quand vous pensiez que personne n'écoutait. » Guillaume la fixait, immobile. « J'ai vu l'homme que vous étiez vraiment, » continua Élise. « Pas le millionnaire,
pas l'héritier. L'homme. Et cet homme. Je suis tombée amoureuse de lui. Le silence qui suivit était assourdissant. Guillaume ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. « Élise, vous ne pouvez pas. Je suis votre employeur, je suis malade, je suis... Vous êtes l'homme le plus généreux, le plus courageux que j'ai jamais rencontré, le coupa-t-elle. Et je me fiche que vous soyez malade. Je me fiche de votre argent. Je me fiche de ce que les gens diront. Je vous aime. Voilà. » C'est dit. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant. Elle se leva brusquement. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Je vais rentrer. Vous avez besoin de repos. » Elle se dirigea vers la porte. La main de Guillaume jaillit et attrapa son poignet. « Ne partez pas. » Elle se retourna. Il avait les yeux rouges. « Je ne sais pas quoi dire, » avoua-t-il. « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais... Personne ne m'a jamais aimé comme ça, sans rien attendre en retour. Je n'attends rien. C'est bien ça le problème. Vous méritez tout. Et moi, je n'ai rien à vous offrir qu'un corps malade et un avenir incertain. » Élise s'approcha du lit, s'assit sur le bord, prit le visage de Guillaume entre ses mains. « Vous m'offrez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la possibilité d'aimer quelqu'un qui en est digne. » Guillaume ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Puis il attira Élise contre lui et la serra dans ses bras, fort, comme un homme qui vient de trouver la terre ferme après des années à dériver. « Merci, » murmura-t-il. « Merci d'être là. Merci de m'aimer. Merci d'exister. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans cette chambre d'hôpital froide et impersonnelle, pendant que dehors la nuit tombait sur Bordeaux. Guillaume sortit de l'hôpital le lundi suivant. Le trajet de retour fut silencieux, mais d'un silence différent, apaisé, complice. Élise conduisait, Guillaume regardait le paysage défiler. De temps en temps, leurs mains se frôlaient. Arrivé au domaine, Guillaume découvrit avec stupéfaction que les travaux avaient avancé. Élise avait coordonné les équipes en son absence, pris les décisions nécessaires, supervisé le chantier. L'aile ouest était presque terminée. « Comment vous avez fait tout ça ?» demanda-t-il ébahi. « Je vous ai écouté pendant des semaines parler de ce projet. Je savais ce que vous vouliez. Alors j'ai fait en sorte que ça se réalise. » Guillaume la regarda avec une intensité nouvelle. Cette femme qu'il avait ignorée pendant des années, cette présence silencieuse qu'il ne remarquait même plus, était devenue la personne la plus importante de sa vie. « Élise, dit-il soudain, je ne veux plus que vous soyez mon employée. » Elle pâlit. « Vous me renvoyez ? Non, je veux que vous soyez ma partenaire, ma vraie partenaire, dans ce projet, dans ma vie. Guillaume, je sais que c'est rapide, je sais que c'est étrange, mais je n'ai plus le temps d'attendre. Cette maladie m'a appris quelque chose. La vie est trop courte pour mentir sur ce qu'on ressent. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne sais pas si c'est de l'amour. Je ne sais pas si je suis capable d'aimer après toutes ces années de solitude. Mais je sais que vous êtes la seule personne au monde devant qui je peux être fragile. La seule personne dont la présence me rend meilleur. Et si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. » Élise sentit sa gorge se serrer. « Vous en êtes sûr ? Je ne veux pas que vous fassiez ça par gratitude ou par... » « Je suis sûr. » Ils se regardèrent longuement. Puis, lentement, Guillaume se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent. Un baiser prudent, timide, chargé de toute l'émotion contenue pendant des mois. Quand ils se séparèrent, Élise souriait à travers ses larmes. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » La nouvelle du projet de centre d'accompagnement pour malades rares commença à circuler dans la région. Un journaliste de Sud-Ouest contacta Guillaume pour un article. L'interview fut publiée fin février. Le titre, « Guillaume Morel, héritier des vignobles, transforme son domaine en refuge pour malades abandonnés ». L'article était élogieux, mettant en avant le parcours de Guillaume, sa maladie, son combat, mais une ligne en particulier attira l'attention. Soutenue par Élise Laurent, ancienne employée de maison devenue sa plus proche collaboratrice, Guillaume Morel prouve que la solidarité peut naître là où on l'attend le moins. La réaction ne se fit pas attendre. Étienne appela le lendemain furieux. « Tu couches avec la bonne ? C'est ça, ton grand projet de vie ?» Guillaume raccrocha sans répondre. Camille envoya un SMS venimeux. « Félicitations pour avoir trouvé quelqu'un d'aussi intéressé que nous par ton argent. Au moins, elle joue bien son rôle. » Guillaume le supprima. Henri, lui, fit pire. Il contacta son avocat pour demander une mise sous tutelle.
Selon lui, Guillaume n'était plus en état de gérer ses affaires et était manipulé par une opportuniste. Lorsque Guillaume reçut la convocation du tribunal, il explosa. « Ils ne reculeront devant rien », cria-t-il en jetant le papier sur la table. « Ils veulent me faire passer pour fou. » Élise, assise en face de lui, restait calme. « Laissez-les faire. »« Comment ça, laissez-les faire? Vous avez des certificats médicaux qui prouvent que vous êtes sain d'esprit. Vous avez un projet solide, des partenaires reconnus, des financements transparents. Ils n'ont rien. Juste de la jalousie et de la cupidité. » Guillaume s'assit lourdement. « Vous avez raison. Mais j'en ai tellement marre, Élise. Tellement marre de me battre. » Elle contourna la table, posa ses mains sur ses épaules. « Alors battez-vous pour quelque chose qui en vaut la peine. Battez-vous pour ce centre, pour les gens qui en ont besoin. Pour nous. » Il leva les yeux vers elle. « Pour nous, » répéta-t-il. « J'aime cette idée. » L'audience eut lieu mi-mars au tribunal de Bordeaux. Henri Morel et son avocat d'un côté, Guillaume et Maître Rousseau, une avocate brillante spécialisée en droit de la famille, de l'autre. Élise était assise au fond de la salle, discrète mais présente. L'avocat d'Henri développa sa thèse. Guillaume était fragile psychologiquement, influencé par une femme opportuniste, incapable de prendre des décisions rationnelles. Mon client, Henri Morel, père aimant et inquiet, demande simplement une mesure de protection pour son fils malade qui dilapide sa fortune dans un projet délirant. Maître Rousseau se leva, élégante et implacable. « Madame la juge, permettez-moi de rétablir quelques vérités. Monsieur Henri Morel a abandonné sa famille il y a 15 ans. Il n'a eu aucun contact avec son fils depuis lors. Il réapparaît uniquement maintenant que Guillaume est malade et fortuné. Coïncidence troublante. » Elle déposa une série de documents. Voici les certificats médicaux du PR Delorme, chef du service de rhumatologie au CHU, attestant que Guillaume Morel est parfaitement lucide et capable de discernement. Voici le projet détaillé du centre, validé par des experts. Voici les témoignages de partenaires médicaux. Guillaume ne dilapide rien. Il investit dans un projet d'utilité publique. L'avocat d'Henri tenta une contre-attaque. Et c'est Élise Laurent, ancienne femme de ménage qui se retrouve subitement partenaire d'un millionnaire. Comment expliquer cette ascension fulgurante? Guillaume se leva brusquement, ignorant les protestations de son avocate. « Je vais vous expliquer, moi. » La juge fronça les sourcils, mais lui fit signe de continuer. « Élise Laurent a été la seule personne à rester à mes côtés quand j'étais malade. La seule. Pendant que mon père comptait mes jours, que mon frère organisait déjà ma succession, que ma cousine évaluait mes biens, elle m'aidait à me lever la nuit quand je n'en avais plus la force. Elle m'emmenait à l'hôpital quand je m'effondrais. Elle me rappelait de prendre mes médicaments quand je voulais abandonner. » Sa voix tremblait d'émotion. « Vous voulez savoir pourquoi elle est devenue ma partenaire? Parce qu'elle mérite de l'être. Parce qu'elle a fait plus pour moi en 4 ans que ma famille en 33. Et parce que oui, je l'aime. Voilà, je l'aime. Et je me fiche complètement de ce que vous en pensez. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Élise, au fond, avait les larmes aux yeux. La juge consulta les documents, posa quelques questions techniques, puis rendit sa décision. « Monsieur Henri Morel, votre demande de mise sous tutelle est rejetée. Guillaume Morel est manifestement sain d'esprit, entouré de professionnels compétents et mène un projet cohérent. L'affaire est close. » Henri quitta la salle sans un mot, le visage fermé. Guillaume rejoignit Élise dans le couloir et la prit dans ses bras. « Vous avez entendu ce que j'ai dit ?» murmura-t-il. « Oui, je le pensais, je sais. » Ils restèrent ainsi, enlacés, pendant que les gens passaient autour d'eux sans les voir vraiment. 2 personnes qui s'étaient trouvées au milieu du chaos. Le centre ouvrit ses portes le 15 juin, sous un soleil radieux. Une trentaine de personnes étaient présentes, médecins, associations de patients, journalistes, élus locaux. Guillaume avait tenu à une cérémonie simple mais émouvante. Il monta sur l'estrade improvisée dans le jardin, Élise à ses côtés. Il était encore maigre, marqué par la maladie, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « il y a 6 mois, j'étais seul, malade, abandonné, convaincu que ma vie s'arrêtait là. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. » Il chercha Élise du regard. Elle lui sourit. « J'ai découvert que l'amour existe là où on ne l'attend pas, dans un geste simple, dans une présence silencieuse, dans quelqu'un qui reste quand tous les autres partent. » Des murmures parcoururent en l'assistance. « Ce centre n'est pas le mien.
Il est le nôtre. Il appartient à tous ceux qui ont été invisibles, ignorés, abandonnés. À partir d'aujourd'hui, personne ne sera seul face à la maladie, parce que nous serons là, parce que nous savons ce que c'est. Il marqua une pause, puis fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il tendit la main vers Élise. Élise Laurent n'est pas mon employée. Elle n'est pas ma collaboratrice. Elle est la femme que j'aime, la personne qui m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, devant vous tous, je veux lui dire quelque chose. Élise, rouge d'émotion, monta sur l'estrade. Guillaume prit ses mains dans les siennes. Élise, je ne sais pas combien de temps il me reste. Des années, des décennies, je l'espère. Mais peu importe, ce que je sais, c'est que je veux passer ce temps avec toi. Alors voilà ma question. Veux-tu m'épouser? Un silence absolu s'installa. Élise le regardait, bouche ouverte, les yeux brillants de larmes. Puis elle éclata de rire. Un rire incrédule, joyeux, libérateur. « Oui, dit-elle simplement. « Oui, oui, oui. » Guillaume la prit dans ses bras et l'embrassa devant la foule qui applaudissait. Certains pleuraient, d'autres sifflaient, mais tous, absolument tous, souriaient. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient partis et que le domaine retrouvait son calme, Guillaume et Élise s'assirent sous le vieux chêne du jardin. Le soleil se couchait sur les vignes, peignant le ciel de rose et d'or. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Élise en riant encore. « Moi non plus, mais je ne regrette rien. Ta famille va être furieuse. Je n'ai plus de famille. J'ai toi, c'est tout ce qui compte. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Guillaume, oui, tu as peur de mourir ?» Il réfléchit longuement avant de répondre. « Moins qu'avant, parce que maintenant je sais que j'ai vraiment vécu. Grâce à toi. » Élise ferma les yeux. Dans le silence du soir, elle entendit battre le cœur de l'homme qu'elle aimait. Un cœur malade, certes, mais un cœur vivant, tellement vivant. Et c'était tout ce qui comptait. L'été s'installa sur Bordeaux, avec sa chaleur douce et ses longues soirées dorées. Le centre fonctionnait depuis 3 semaines déjà, accueillant ses premiers résidents. Marie, 42 ans, atteinte de sclérodermie. Thomas, 28 ans, souffrant d'une myopathie rare. Béatrice, 55 ans, luttant contre un lupus sévère. Chacun trouvait ici ce qu'il n'avait jamais eu ailleurs. De l'écoute, du soutien, une communauté. Guillaume et Élise avaient fixé la date du mariage au 15 septembre. Pas une grande cérémonie mondaine, mais quelque chose d'intime, de vrai. Ils avaient choisi la petite église Saint-Pierre de Bouliac, un village viticole à quelques kilomètres du domaine, suivi d'une réception dans le parc du centre. Ce matin de juillet, Élise était assise à la table de la cuisine, entourée de catalogues de fleuristes, de menus traiteurs, de listes d'invités. Guillaume entra encore en pyjama, les cheveux en bataille. Son traitement continuait de faire effet. Il avait repris du poids, son visage avait retrouvé des couleurs, et certains jours, il pouvait même marcher plusieurs heures sans fatigue excessive. « Tu es levé depuis combien de temps ?» demanda-t-il en déposant un baiser sur son front. « Depuis 6 heures, je n'arrivais pas à dormir. » Stressé? Non. Excité. C'est différent. Guillaume s'assit en face d'elle, versa du café dans une tasse. « Élise, on peut encore tout annuler si c'est trop. Allez à la mairie discrètement, juste nous 2 et 2 témoins. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Tu veux annuler? » « Non, pas du tout. Mais je veux m'assurer que tu fais ça pour les bonnes raisons. Pas par obligation. Pas parce que je t'ai mise dans une situation impossible devant tout le monde. » Élise posa sa main sur la sienne. « Guillaume, écoute-moi bien. Je veux t'épouser. Devant Dieu, devant les gens, devant le monde entier. Parce que je t'aime. Et je veux que ce soit officiel, que ce soit réel, que personne ne puisse jamais remettre ça en question. » Il sourit. Ce sourire franc, lumineux, qu'elle voyait de plus en plus souvent maintenant. « D'accord. Alors on le fait. On le fait. » Ils trinquèrent avec leur tasse de café. Dehors, les oiseaux chantaient dans les platanes. Le soleil inondait la cuisine de lumière chaude. C'était un de ces moments simples, banals, qui contiennent pourtant toute la beauté du monde. Fin juillet, Élise se rendit à Bordeaux pour essayer sa robe de mariée. Elle avait choisi une boutique discrète rue Sainte-Catherine, loin des grands ateliers de luxe. Elle ne voulait rien d'extravagant, juste quelque chose de beau, de simple, de vrai. La vendeuse, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, lui présenta plusieurs modèles. Élise en essaya 4 avant de tomber sur la robe,
en crêpe de soie ivoire, manches longues en dentelle, coupe fluide qui tombait parfaitement, élégante sans être ostentatoire, exactement elle. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle eut soudain du mal à respirer. Ce n'était pas l'émotion du mariage, c'était autre chose, un vertige, la conscience brutale de tout ce qui avait changé en quelques mois. Il y a 1 an, elle nettoyait des toilettes et rangeait des placards. Aujourd'hui, elle essayait une robe de mariée pour épouser un homme qu'elle aimait profondément. Comment était-ce possible? « Ça va, mademoiselle ?» demanda la vendeuse, inquiète. « Oui, ça va. C'est juste. C'est beaucoup d'un coup. » La femme sourit avec compréhension. Le mariage, c'est toujours un grand moment, surtout quand on aime vraiment. Élise hocha la tête, les yeux humides. Elle acheta la robe, puis sortit marcher dans les rues de Bordeaux. Ses pas la menèrent, presque inconsciemment, vers le quartier de la gare Saint-Jean. C'était là qu'elle avait vécu, des années plus tôt, dans un studio miteux au 5e étage sans ascenseur. C'était là qu'elle avait survécu, enchaînant les petits boulots, économisant chaque centime. C'était là qu'elle avait répondu à l'annonce de Guillaume, recherche employé de maison, logé, nourri, bon salaire, discrétion exigée. Elle s'arrêta devant l'immeuble. La façade était toujours aussi délabrée, les fenêtres sales, le hall d'entrée sombre. Une version d'elle-même habitait encore là, quelque part dans sa mémoire. Une Élise invisible, effacée, convaincue qu'elle ne méritait rien d'autre. « Tu as eu tort », murmura-t-elle à cette ombre du passé. « Tu méritais tellement plus. » Elle tourna les talons et marcha vers l'arrêt de tramway. Derrière elle, le vieux immeuble disparut dans la brume de chaleur. Elle ne reviendrait jamais ici. Ce chapitre était clos. Début août, alors que Guillaume supervisait l'installation de nouveaux équipements de kinésithérapie dans le centre, une voiture qu'il ne connaissait pas franchit les grilles du domaine. Un couple d'une 60aine d'années en descendit. L'homme était grand, le cheveu blanc, l'allure distinguée. La femme, petite et élégante, portait une robe d'été fleurie. Élise les accueillit, méfiante. Depuis l'affaire du tribunal, elle était devenue le chien de garde de Guillaume. « Bonjour, madame, vous désirez ?»« Bonjour, dit l'homme avec un accent du sud-ouest prononcé. Nous sommes les Dubois. Mes parents étaient vignerons dans la région. Nous avons connu le grand-père de Guillaume Morel il y a très longtemps. Nous avons lu l'article dans le journal et nous voulions le rencontrer. » Élise hésita puis accepta de les introduire. Guillaume apparut quelques minutes plus tard, intrigué. « Monsieur et madame Dubois? Je ne crois pas. »« Nous ne nous sommes jamais rencontrés, expliqua l'homme. Mais votre grand-père, Lucien Morel, a sauvé notre exploitation dans les années 80. Nous allions tout perdre. Il nous a prêté de l'argent sans intérêt, sans garantie, juste sur parole. Grâce à lui, nous avons pu tenir. » La femme ajouta émue. « Quand nous avons lu ce que vous faisiez avec le centre, nous avons compris que vous étiez bien son petit-fils. Vous avez le même cœur. » Guillaume sentit sa gorge se serrer. Son grand-père était mort sans qu'il ait vraiment compris qui il était. Cet homme discret, généreux, qui ne parlait jamais de ses bonnes actions. « Je ne savais pas, avoua-t-il. Personne ne savait. Il n'en parlait jamais. Mais nous n'avons jamais oublié. Et quand nous avons vu que vous aviez besoin de soutien pour votre projet, nous avons voulu contribuer. » Monsieur Dubois sortit une enveloppe de sa veste. « C'est un chèque de 50 000 €. L'argent que votre grand-père nous a prêté, avec les intérêts, pour le centre, pour continuer son œuvre. » Guillaume prit l'enveloppe, mais ce n'était pas l'argent qui le touchait. C'était cette révélation. Son grand-père avait été un homme bon, et quelque part, il essayait de suivre ses traces. « Merci », murmura-t-il. « Merci infiniment. » Lorsque les Dubois repartirent, Guillaume et Élise restèrent longtemps silencieux dans le jardin. « Tu vois, dit finalement Élise, tu viens d'une famille d'hommes bons, pas celle qui porte ton nom, celle qui partage tes valeurs. » Guillaume hocha la tête. Pour la première fois, il se sentait fier d'être un Morel. Pas à cause du nom ou de la fortune, mais à cause de cet héritage invisible, fait de gestes simples et d'humanité. Fin août, Marie, l'une des premières résidentes du centre, fit une grave rechute. Sa sclérodermie s'était aggravée brutalement. Elle fut hospitalisée en urgence. Les médecins étaient pessimistes. Guillaume et Élise lui rendirent visite tous les jours. Marie avait 42 ans, 2 enfants de 12 et 15 ans, un mari qui travaillait comme chauffeur routier. Elle avait lutté pendant 10 ans contre la maladie, seule, invisible, épuisée. Le centre avait été pour elle une bouffée d'oxygène, un lieu où elle pouvait être elle-même.
Un après-midi, alors qu'Élise était seule avec elle, Marie attrapa sa main. « Élise, si je ne m'en sors pas, promettez-moi de veiller sur mes enfants, de leur dire qu'ils peuvent venir au centre, qu'ils ne sont pas seuls. Ne dites pas ça. Vous allez vous en sortir. Non, je le sens. Mon corps lâche. Mais je ne regrette rien. Grâce à vous et Guillaume, j'ai vécu mes derniers mois en paix. J'ai été vu, entendu, aimé. » Élise serra sa main plus fort, les larmes ruisselant sur ses joues. « Vous n'avez pas à nous remercier. Si, parce que vous m'avez rendu ma dignité. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. » Marie mourut 3 jours plus tard entourée de sa famille et de l'équipe du centre. Ce fut le premier décès au centre. Guillaume et Élise furent dévastés. Le jour des funérailles, l'église était pleine. Les enfants de Marie lurent un texte poignant. Son mari, effondré, remercia Guillaume et Élise pour avoir redonné le sourire à sa femme pendant ces derniers mois. En sortant du cimetière, Guillaume s'assit sur un banc, la tête entre les mains. « C'est trop dur, dit-il d'une voix brisée. Je ne sais pas si je peux faire ça. » Élise s'assit près de lui. « Faire quoi ? Accompagner des gens qui vont mourir, les aimer et les perdre. Guillaume, regarde-moi. » Il leva les yeux vers elle. Marie est morte en paix, entourée, aimée. Combien de malades peuvent dire ça? Tu lui as offert ce qu'on lui avait refusé pendant des années, de la dignité, c'est immense. Mais ça fait tellement mal. Oui, parce que tu as un cœur. Et c'est justement pour ça que ce centre existe. Guillaume hocha lentement la tête. Il comprit alors que c'était ça, le vrai courage. Pas de ne pas avoir peur, mais de continuer malgré la peur, malgré la douleur, malgré tout. Le 14 septembre au soir, la veille du mariage, Guillaume et Élise respectèrent la tradition. Ils ne se virent pas. Élise dormit dans l'ancienne chambre de service, Guillaume dans la chambre principale. Mais à 2 heures du matin, incapable de dormir, Guillaume descendit dans le salon. Il fut surpris de trouver Élise assise dans le fauteuil près de la cheminée éteinte, une tasse de tisane à la main. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda-t-il. « Non. Trop de pensées. » Il s'assit à côté d'elle. « Des regrets ? » « Aucun. Et toi ? » « Aucun. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Élise prit la parole. « Guillaume, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je t'écoute. » Elle prit une profonde inspiration. « Quand j'avais 10 ans, après la mort de mes parents, ma tante m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu es juste un boulet que je dois porter. » Pendant des années, j'ai cru qu'elle avait raison. Je me suis effacé. J'ai accepté n'importe quel travail, n'importe quelle humiliation. Parce que je pensais que c'était tout ce que je méritais. Sa voix tremblait maintenant. Et puis je t'ai rencontré. Et tu m'as regardé. Vraiment regardé. Pas comme une employée. Comme une personne. Tu m'as écouté. Tu m'as fait confiance. Tu m'as aimé. Et tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens importante. Je me sens vivante. Guillaume prit son visage entre ses mains. « Élise Laurent, écoute-moi bien. Tu n'as jamais été rien. Tu as toujours été extraordinaire. C'est juste que personne n'avait pris la peine de le voir. Mais moi, je l'ai vu. Et je le vois chaque jour davantage. » Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement. Puis, main dans la main, ils montèrent en l'escalier ensemble et s'endormirent enlacés dans le grand lit. Au diable les traditions. Le 15 septembre fut une journée parfaite. Un ciel bleu sans nuages, une température douce, une lumière dorée d'arrière-saison qui donnait à tout un air de tableau impressionniste. L'église Saint-Pierre de Bouliac était modeste mais charmante, avec ses pierres anciennes et ses vitraux colorés. Une 50aine de personnes s'y étaient rassemblées, l'équipe du centre, les résidents, quelques médecins, les Dubois, d'anciens voisins, des amis retrouvés. Aucun membre de la famille Morel n'était présent. Guillaume ne les avait même pas invités. Lorsqu'Élise apparut au bras de Thomas, l'un des résidents du centre qui avait accepté de lui donner la main, un murmure admiratif parcourut l'assistance. Sa robe en crêpe de soie ivoire tombait parfaitement. Ses cheveux étaient relevés en un chignon simple, orné de petites fleurs blanches. Elle était radieuse. Guillaume, en costume gris anthracite, cravate défaite, la regardait avancer vers lui avec des yeux brillants de larmes. Il se fichait complètement de pleurer devant tout le monde. C'était le plus beau jour de sa vie.
Le curé, un vieil homme bienveillant qui connaissait bien le domaine Morel, célébra une cérémonie simple et émouvante. « Guillaume, Élise, dit-il de sa voix grave, vous êtes ici aujourd'hui pour unir vos vies. Pas parce que la société l'exige, pas parce que c'est convenable, mais parce que vous avez choisi de vous aimer, dans les moments faciles comme dans les épreuves. C'est le vrai mariage, celui du cœur. » Vint le moment des vœux. Guillaume avait écrit les siens la veille. « Élise, commença-t-il d'une voix tremblante, quand je t'ai rencontrée, j'étais un homme mort-vivant. J'avais tout, l'argent, la maison, le statut, mais je n'avais rien. Pas de joie, pas d'espoir, pas de raison de me lever le matin. Tu m'as rendu la vie, pas en me soignant, mais en me voyant, en restant, en m'aimant malgré tout. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer chaque jour, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à mon dernier souffle. Tu es ma famille, mon foyer, mon amour. » Élise pleurait ouvertement maintenant. Elle déplia son papier d'une main tremblante. « Guillaume, dit-elle d'une voix brisée par l'émotion, pendant des années, j'ai cru que je n'étais qu'une ombre, quelqu'un qui servait les autres sans jamais exister vraiment. Tu m'as appris que j'avais le droit d'être aimé, pas pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer avec tout ce que je suis, de te soutenir dans tes combats, de rire avec toi dans les bons moments, de pleurer avec toi dans les mauvais. Tu m'as donné une vie, je te donne mon cœur. » Il n'y avait plus un œil sec dans l'église. Même le curé s'essuya discrètement les yeux. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Guillaume, vous pouvez embrasser la mariée. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements et les sifflements. Dehors, les cloches sonnèrent à toute volée. Le soleil inondait le parvis. C'était un moment de pure beauté. La réception eut lieu dans le parc du domaine, sous une grande tente blanche décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Rien d'ostentatoire, juste de la simplicité et de la chaleur. Le repas fut servi à la bonne franquette, foie gras du Périgord, magret de canard, fromages régionaux, tartes aux fruits frais, du vin des vignobles voisins. Pas les grands crus, mais les vins de copains, ceux qu'on partage entre amis. Les discours furent courts mais touchants. Le père de l'Orme prit la parole. « J'ai vu beaucoup de patients dans ma carrière, mais Guillaume est le seul qui ait transformé sa maladie en projet de vie. Et Élise est la seule personne que j'ai vue donner autant sans jamais rien attendre en retour. Vous êtes l'exemple parfait de ce que devrait être l'humanité. » Thomas, le résident, parla aussi. « Avant de venir ici, j'étais seul. Ma famille ne me comprenait pas. Mes amis avaient disparu. Guillaume et Élise m'ont redonné espoir. Ils m'ont montré qu'on pouvait être malade et rester vivant. Merci. » Puis ce fut au tour de Guillaume de prendre le micro. Il était ému mais déterminé. « Je vais être honnête avec vous. Il y a 1 an, je voulais mourir, pas me suicider. Juste disparaître, parce que je pensais que personne ne remarquerait mon absence. Mais Élise m'a prouvé le contraire. Elle m'a prouvé que j'existais, que j'avais de la valeur, pas à cause de mon nom ou de mon argent, mais à cause de qui j'étais. » Il chercha Élise du regard. Elle était assise à la table d'honneur, les joues rouges, les yeux brillants. « Aujourd'hui, je ne veux plus mourir. Je veux vivre, vivre pleinement, aimer ma femme, faire fonctionner ce centre, aider d'autres personnes à ne pas se sentir seules. Et si je meurs demain, au moins, je saurai que j'ai vécu. Vraiment vécu. » Il leva son verre. « À Élise, à nous, à tous ceux qui ont le courage de rester quand les autres partent, à l'amour véritable. » « À l'amour véritable, » répéta l'assemblée en chœur. La soirée se prolongea tard dans la nuit. On dansa sur de vieux tubes français. Brel, Brassens, Barbara. Guillaume et Élise ouvrirent le bal sur « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ce n'était pas une chanson joyeuse, mais c'était leur chanson. Celle qui disait « Je vais t'aimer encore et encore, quoi qu'il arrive ». Vers minuit, fatigué mais heureux, Guillaume s'assit sur un banc à l'écart. Élise le rejoignit, retira ses chaussures, posa sa tête sur son épaule. « C'était parfait, » murmura-t-elle. « Oui, absolument parfait. Tu es heureux ? Plus que je ne l'ai jamais été. » Ils regardèrent leurs invités danser, rire, vivre. Le centre brillait de 1000 lumières. Le domaine, autrefois si silencieux, résonnait de vie. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Guillaume. « Ma famille pensait que je dilapidais ma fortune, mais en réalité, j'ai trouvé la seule chose qui ait vraiment de la valeur. »« Quoi ? Toi ? Et ça ?» Il désigna le centre, les gens,
la vie qui débordait de partout. Élise sourit et l'embrassa doucement. « Je t'aime, Guillaume Morel. Je t'aime, Élise Morel. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son nouveau nom. Elle sentit son cœur exploser de bonheur. Mars 2026. Le centre fêtait ses 2 ans d'existence. Il accueillait maintenant une 40aine de résidents permanents et une 100aine de patients en suivi ambulatoire. Guillaume avait publié un livre, L'amour au-delà du silence, racontant son parcours. Les bénéfices étaient intégralement reversés au centre. Sa santé était stable. Certains jours étaient difficiles, d'autres meilleurs. Mais il avait appris à vivre avec la maladie, pas contre elle. Élise coordonnait désormais l'ensemble des projets sociaux du centre. Elle avait créé un réseau d'entraide entre familles de malades, organisait des conférences, formait des bénévoles. Elle était devenue une figure respectée dans le monde associatif. Ce matin-là, ils étaient assis dans le jardin du domaine, sous le vieux chêne qui avait assisté à tant de moments importants de leur histoire. Le printemps explosait autour d'eux, bourgeons, fleurs, chants d'oiseaux. « Tu te souviens du jour où tu as ouvert cette porte ?» demanda Guillaume. « Quelle porte ?»« La première fois que tu es entré ici, pour l'entretien d'embauche. » Élise sourit. « Oui, j'étais terrifiée. Je pensais que tu allais me trouver nulle. J'ai pensé que tu étais discrète, efficace, sérieuse. C'est tout ? Non. J'ai aussi pensé que tu avais de beaux yeux, mais je me suis interdit de le remarquer. » Elle rit. « Pourquoi ? Parce que j'étais déjà en train de tomber amoureux, et ça me terrifiait. » Élise posa sa tête sur son épaule. « Tu sais quoi, moi aussi. Dès le premier jour, ils restèrent ainsi longtemps, dans le silence paisible du jardin. Devant eux, le centre bourdonnait d'activités. Des enfants jouaient sur la pelouse. Les enfants de Marie que Guillaume et Élise avaient intégrés aux activités du centre. Des résidents discutaient sur la terrasse. Des infirmières allaient et venaient avec efficacité et gentillesse. « On a réussi, » dit Élise doucement. « Oui, on a réussi. Pas à guérir tout le monde, non, mais à montrer qu'on peut vivre avec la maladie, qu'on peut rester humain, qu'on peut aimer et être aimé. » Guillaume se tourna vers elle. « Élise, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? Je sais que je vais mourir un jour. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30. Mais quand ce jour viendra, je veux que tu saches quelque chose. » Guillaume. « Non, laisse-moi finir. Je veux que tu saches que grâce à toi, j'ai vécu. Vraiment vécu. Pas survécu, pas existé, vécu. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. » Les larmes coulaient sur les joues d'Élise maintenant. « Arrête, tu vas me faire pleurer. » « Tant mieux. Les larmes, c'est la preuve qu'on est vivant. » Il l'embrassa. Un long baiser tendre, chargé de tout l'amour accumulé au fil des mois. Quand ils se séparèrent, Élise posa sa main sur son ventre. « Guillaume, j'ai quelque chose à te dire aussi. »« Quoi ? Je suis enceinte. » Le temps s'arrêta. Guillaume la regarda bouche ouverte, incrédule. « Tu... Quoi ? Enceinte. 8 semaines. J'ai fait le test hier. Je voulais attendre le bon moment pour te le dire. » Guillaume éclata en sanglots. Des sanglots de joie pure, incontrôlable. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. « Tu es sérieuse ? On va avoir un bébé ? » ?»« Oui, on va avoir un bébé. Mais, et si je... Et si la maladie ? Et si quoi ? Tu seras le meilleur père du monde. Parce que tu sais ce que c'est de souffrir. Tu sais ce que c'est d'être aimé. Tu sais ce qui compte vraiment. » Guillaume posa sa main sur le ventre d'Élise, encore plat. « Bonjour, petit. Je suis ton papa, et je veux que tu saches quelque chose. Tu es déjà le plus grand miracle de ma vie. » Élise rit à travers ses larmes. « On est fous, hein ? Complètement. Mais c'est la meilleure folie du monde. » Ils restèrent ainsi enlacés sous le vieux chêne, pendant que le soleil montait dans le ciel et que la vie continuait autour d'eux. Une vie qu'ils avaient construite ensemble, pierre par pierre, jour après jour. Guillaume Morel avait été un homme riche et seul. Aujourd'hui, il était un homme ordinaire et aimé, et il n'aurait échangé ça pour rien au monde, parce qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes. L'amour ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne. Et parfois, quand on donne tout, on reçoit infiniment plus en retour. Septembre 2031. Le domaine Morel était méconnaissable. Le centre s'était agrandi, occupant maintenant presque la totalité de la propriété. Une nouvelle aile avait été construite, financée par des dons et des subventions. Le projet avait fait des émules.
3 autres centres similaires avaient ouvert dans d'autres régions de France. Guillaume, 43 ans, marchait lentement dans le parc, tenant la main d'une petite fille de 4 ans aux cheveux châtains et aux yeux verts, Lucienne, nommée en mémoire de son arrière-grand-père. « Papa, regarde, un papillon. »« Oui, ma chérie, c'est un macaon. Tu vois ses ailes jaunes? Il est beau. » Guillaume sourit. Sa maladie était toujours là. Certains jours étaient durs, mais il tenait bon. Pour Élise, pour Lucienne, pour tous ceux qui comptaient sur lui. Élise apparut sur la terrasse, un dossier à la main. Elle avait les cheveux un peu plus courts, quelques rides de sourire autour des yeux. Elle était magnifique. « Chérie, le ministre de la Santé veut nous rencontrer. Il parle d'un label national pour les centres comme le nôtre. » Guillaume haussa les sourcils impressionné. « Sérieusement? » ?»« Sérieusement. » Il attrapa Lucienne et la fit tournoyer dans les airs. La petite hurla de rire. « Tu entends ça, ma puce? Papa et maman vont rencontrer un ministre. » « C'est quoi un ministre? C'est quelqu'un d'important qui peut aider beaucoup de gens. » Comme vous, Guillaume et Élise échangèrent un regard ému. « Oui, ma chérie, comme nous. » Ce soir-là, après avoir couché Lucienne, Guillaume et Élise s'installèrent sur la terrasse avec une bouteille de vin. Le ciel était constellé d'étoiles. « Tu es heureuse ?» demanda Guillaume. « Plus que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Et toi ?»« Pareil. » Ils trinquèrent. Le silence était paisible, chargé de toute une vie partagée. « Guillaume ? Oui ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre mariage? Que si tu mourais demain, au moins tu aurais vécu? Oui. Eh bien, tu as gagné. Tu as vécu. On a vécu. » Guillaume hocha la tête, les yeux humides. « Oui, on a vécu. » Et dans le silence de cette nuit étoilée, entourés de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, Guillaume et Élise Morel surent qu'ils avaient trouvé ce que peu de gens trouvent dans une vie. Un amour véritable, né dans l'adversité, forgé dans l'épreuve et plus fort que tout. La maladie n'avait pas disparu, les épreuves non plus, mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait.